à toutes et à tous, bonjour et bienvenue ici au Conservatoire Honegger. On est très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette 3e édition de Sur les épaules des géants, où on parle de science et cette année en particulier, on parle beaucoup de lumière. Je m'appelle Mathieu Rouault de la chaîne YouTube Grand Labo et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cet après-midi. En vrai, j'étais déjà là ce matin et on a entendu des trucs hyper intéressants, notamment sur l'invisibilité. Cet après-midi, on continue avec des choses super intéressantes, avec 2 intervenants que je vais vous présenter dans quelques secondes. Je vais avant ça vous dire que le format, c'est une conférence d'une quarantaine de minutes, 45. Et puis ensuite, on a un temps d'échange avec vous. C'est-à-dire que, mesdames et messieurs, chers collégiens ou lycéens, pardon, peut-être que collégiens, vous aurez la possibilité de prendre la parole, de poser des questions, de partager des remarques, quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange ici dans cette salle super agréable. Encore une fois, je remercie toute l'équipe du Conservatoire Honegger. Il y a Marion qui est juste derrière, il y a Eric, il y a Régis, il y a Benjamin qui ont passé du temps pour préparer ce set de tournage, ce set scénique qui va vous permettre de voir des expériences se mener en temps réel. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est pas simplement de parler de science de manière un peu abstraite, c'est de montrer les choses. Et on a la chance d'avoir avec nous 2 chercheurs qui ont l'habitude de le faire très bien. Donc il s'agit d'une conférence expérimentale, lumière et couleur du ciel. Le soleil est jaune et le ciel est bleu. Jusque-là, vous me suivez, mais pas toujours. Ils nous enchantent avec toutes leurs couleurs changeantes, blanc, gris ou noir des nuages, rose, orange, pourpre du soleil couchant, sans compter bien sûr les aurores boréales, les arcs-en-ciel, les halos et les gloires. Alors d'où viennent finalement toutes ces couleurs? À quoi est-ce qu'on doit cette diversité de reflets? Eh bien, la physique nous dévoile leur origine, en tout cas dans une large mesure, les relations entre lumière et matière dans leur infinie variété, et on va pouvoir en savoir plus grâce justement à ces multiples expériences qui vont être menées en direct par Jean-Michel Courty, professeur de physique à Sorbonne Université, qui est juste là, qu'on peut applaudir, et Christophe Prigent, qui est là également, physicien atomiste, maître de conférence à Sorbonne Université, très habitués tous deux à parler de science. Et je vous laisse avec eux pour donc cette conférence qui va nous emmener jusqu'à 15h. Profitez bien de ce voyage en physique. Et puis voilà. On vous laisse? Vous êtes équipés, c'est bon? C'est bon, c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Bonjour je vois qu'on a des collégiens de tous âges. Voilà, des jeunes et des moins jeunes derrière. Donc effectivement, on va aborder la question des couleurs du ciel. Donc avec une première partie où on va s'intéresser aux couleurs qu'on voit dans le ciel avré bien souvent. Pas forcément aujourd'hui, mais ce matin, il y avait des magnifiques couleurs au lever du soleil. Et puis après, on s'intéressera aux aurores boréales. Alors pour commencer, juste un petit rappel. Vous le savez tous, mais c'est quand même mieux de le vérifier, que la lumière, donc ici, donc dans cette conférence, on va beaucoup faire de sombre. Voilà, donc on n'a pas le soleil, mais on a quand même l'équivalent d'un soleil. Donc là, bon, vous voyez la tache, mais c'est pas très important que vous la voyez pas. Enfin, attendez, j'ai mon écran blanc ici. D'accord. Voilà, donc on a une lumière plutôt blanche. Et maintenant, alors, il est où? Est-ce que... Ah ouais, c'est ça les... Non mais t'as le côté sombre ici. Ah. Voilà. Hop. Alors, c'est un prisme. C'est un prisme, mais bon, on a un deuxième prisme. Alors là, c'est l'éclairage direct. Hop. Bon. C'est ça la physique, hein. Alors, certains vont dire ça ne marche pas. Bien. Alors, c'est pas possible. Les lois de la physique, c'est toujours les mêmes. Donc la physique ne peut pas ne pas marcher. En revanche, parfois, il peut se produire des choses qui ne sont pas ce qu'on attend. Voilà. C'est le cas ici.
on a trop répété. Là, c'est la phase dépolie. Hop. En général, si je fais de près. Non, il faut être loin. Il faut être loin. Ah bah voilà, il se cache. Il est où? Je le vois pas. Ah, derrière. Bon. Bon. Bah écoutez, je pense que là on va avancer et puis on y reviendra un petit peu plus tard. Donc la première expérience. Voilà, bon, première expérience failure, mais c'était la plus facile. Alors, donc maintenant, on va s'intéresser à cette question déjà du bleu du ciel. Pourquoi le ciel est-il bleu? Alors, le bleu du ciel, c'est dû à un effet de l'atmosphère. Dans l'atmosphère, vous avez des molécules d'air qui sont très peu nombreuses. On ne les voit pas. Et c'est en traversant l'atmosphère sur de très grandes distances que la lumière du soleil va donner lieu à cette couleur bleue. Alors, pour faire une expérience ici, on ne peut pas mettre tous ces kilomètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'utiliser des atomes, ici, dans cet aquarium qui simule l'atmosphère, je vais mettre ici, j'ai commencé à diluer, parce qu'il faut qu'il y en ait très peu, des petites gouttes de lait. Voilà, alors pas de marque. Hein. Voilà, donc on a du lait, et je vous expliquerai pourquoi. Ces petites gouttes de lait vont se comporter avec la lumière comme le font les molécules de dioxygène ou de diazote qu'on a dans l'atmosphère. Alors, on va commencer à en mettre un tout petit peu. Donc là si on peut tout éteindre. Voilà. Donc là, comme de juste, alors comme il y a un petit peu de poussière dans l'eau, on voit quand même le faisceau lumineux qui passe. Normalement, la lumière, on ne la voit pas passer devant soi. Alors, je vais rajouter un petit peu de bleu, de lait. On mélange. Je pense qu'il faudrait éteindre l'écran qu'il y a devant. Ouais. Voilà. Alors, on commence à le voir un peu plus. Alors, est-ce que vous voyez ce qui se passe quand on a ce lait? Pour l'instant, vous voyez blanc. Est-ce que vous distinguez que ce serait quand même un peu légèrement bleuté? Non. Ou non, pas vraiment? Pas encore. Pas encore. Ok, alors j'avais trop... Le souci, c'est avec cette expérience, c'est que quand on met trop de lait, après, c'est cuit. Bon, là, ça commence quand même. D'accord? Il faut qu'on mette plus. Donc là, voilà. Si vous regardez au-dessus et au-dessous, d'accord, ce qu'on voit, c'est que le reflet de la couleur est légèrement bleuté. Alors, je vais en remettre un petit peu plus. Donc, premier effet, on voit bien sur le dessus et le dessous. Vous imaginez, vous avez le soleil qui éclaire l'atmosphère et ces molécules dans l'atmosphère, elles vont renvoyer sur le côté la lumière bleue et beaucoup moins la lumière des autres couleurs. On reviendra après pourquoi. D'accord? Pour l'instant, on observe. Alors maintenant, on va commencer à regarder ce qui se passe. Derrière, eh bien, vous voyez que le faisceau lumineux, ici, si je mets avant, vous avez un faisceau qui est intense et qui est blanc. Je vais le soulever. Hop. Donc si je soulève, vous voyez que vous avez un faisceau qui est blanc et qui est très lumineux. L'effet de faire passer dans le lait, eh bien, le lait envoie sur le côté la lumière bleue. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la lumière bleue. Et la lumière qui a traversé, c'est toute la lumière, moins la lumière bleue qui a été envoyée sur le côté.
Qu'est-ce qui reste si dans l'arc-en-ciel on enlève un peu beaucoup le bleu, un petit peu le vert? Il va rester le rouge, le orange, le jaune. Donc on commence à voir cette couleur qui est un peu comme la couleur du soleil, qui commence à être sur le soleil couchant. Et puis on va continuer à voir ce qui se passe. Donc l'idée c'est que ce qui se passe dans la journée, c'est que vous avez le soleil, quand il est au zénith, il traverse une petite couche d'atmosphère, et puis plus il s'abaisse, plus il doit traverser une couche d'atmosphère importante. Alors je ne peux pas augmenter l'épaisseur, mais ce que je peux, c'est augmenter la quantité de particules qui diffusent. Alors vous voyez que ça devient plus sombre, et ça devient plus sombre, mais en même temps, j'ai aussi un changement de couleur. On commence à être déjà plus orangé, plus brun. Si je rajoute encore, alors là, on a vraiment dans les oranges, d'accord? Si vous regardez le faisceau à l'intérieur, et bien là, on commence à voir le faisceau qui est intense, qui s'atténue, et puis la couleur ici, on vous avait dit que ça, c'était le ciel. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans le soleil quand vous avez le soleil couchant? Vous avez à la fois le soleil qui devient de plus en plus rouge, c'est ce qu'on voit ici, mais vous voyez autour du soleil des couleurs qui commencent à apparaître dans l'atmosphère. Ici, après l'atmosphère, vous voyez que vous commencez à avoir des couleurs un petit peu plus orangées. Alors hop, on va continuer. Alors, ce qui est difficile avec cette expérience, c'est que dans la plupart des expériences de physique, on peut revenir en arrière. Là, c'est une expérience où on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis trop de lait, on ne peut plus l'enlever. Ou alors, il faut aller chercher 2 jerrycans d'eau. Donc, c'est pour ça que je le dilue un peu. Donc ça continue, là vous voyez qu'on commence à avoir vraiment les encore plus sombres, mais surtout très orangés. Et là on commence à voir un bien marron, presque rouge. Et quand vous voyez l'aquarium, vous voyez qu'au début de l'aquarium, la lumière qui est diffusée sur les côtés, elle est légèrement bleutée. Et puis plus je vais en amont de l'aquarium, plus j'ai une évolution où en fait, quand je suis arrivé à ce niveau-là, tout le bleu a été absorbé et il commence à plus rester que le jaune, orange, rouge. Allez, hop, on y va un bon coup. Voilà, alors là maintenant, ce qui reste, donc peut-être en inclinant, je me suis pris le fil. Voilà. En inclinant un peu plus, donc vous voyez qu'on est... Là, ouais, non, tu avais raison. Là, la zone là, vous voyez que ça commence à être vraiment presque la lumière rouge. Alors après, on n'a pas, il faudrait un projecteur plus intense parce que on va réussir à plus réussir à avoir de lumière. Mais vous commencez à voir ici un peu les dégradés de couleur de ciel quand on commence à avoir du soleil couchant ou le soleil levant. Alors... merci Christophe. On va laisser là. Après, j'en mettrai peut-être un petit peu, mais je vais récapituler un petit peu avec les diapositives pour discuter de ce qui se passe. Alors, l'écran, il est là, sur le côté. OK. Donc là, ce qu'on vous a récapitulé, c'est un petit peu l'ensemble des choses qui peuvent se passer. Dans l'atmosphère, vous avez des choses qui sont très petites, qui sont les molécules qui sont de la taille du nanomètre. Ça, c'est très petit. Et ces molécules-là, c'est des molécules qui vont renvoyer la lumière ici, dans ce type de diffusion, beaucoup le violet, un petit peu moins le bleu, un petit peu moins le vert, etc., un petit peu moins le rouge. D'où cet effet de ciel bleu. Et puis ensuite, on peut avoir dans l'atmosphère, on va avoir des gouttes d'eau, on va avoir des poussières et des choses qui ont toutes les tailles. Alors qu'est-ce qui se passe quand on augmente la taille de ce qu'il y a dans l'eau? Ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, globalement, quand on a les grosses gouttes d'eau,
Ça, les grosses gouttes d'eau, vous le savez, c'est ce qui se passe quand on a un orage et qu'en même temps il y a du soleil. On va avoir le phénomène d'arc-en-ciel. Dans une grosse goutte d'eau, vous pouvez avoir les rayons lumineux qui rentrent dans la goutte d'eau, qui se réfléchissent à l'intérieur, et puis qui en ressortent. Et selon les couleurs, ça va ressortir selon des directions différentes. Ça, c'est vraiment pour les gouttes de pluie, les grosses gouttes d'eau. Quand on diminue la taille, eh bien, entre les atomes qui renvoient la lumière dans toutes les directions et ces gouttes d'eau qui font l'arc-en-ciel, il y a plein de trucs qui sont compliqués. Ça s'appelle la diffusion de Mie, du chercheur Monsieur Mie. Voilà, bon. Et je ne vais pas vous en parler parce que c'est compliqué. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même sur la diffusion de Mie, on a un phénomène optique qui s'appelle le phénomène de diffraction. Je vous invite ce soir, ou pas nécessairement, enfin le soir, soit quand il y a du brouillard, vous regardez une petite lampe au loin. Ou bien, s'il n'y a pas de lampe au loin, vous soufflez un petit peu sur la vitre. Alors, vous allez voir autour de la source ponctuelle une sorte de halo. Vous voyez un petit rond. Et puis, des fois, vous pouvez avoir plusieurs petits ronds comme expérience. Ça, c'est ces phénomènes de diffraction. Quand vous regardez les arcs-en-ciel, les photos d'arc-en-ciel, des fois, au-delà de l'arc-en-ciel, vous avez des petits arcs supplémentaires qu'on appelle arcs surnuméraires, qui sont dus à ces phénomènes de diffusion. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, on sait que ça existe. On connaît la première limite, qui est cette diffusion qu'on appelle diffusion de Rayleigh, qui diffuse le bleu, qui fait le bleu du ciel. Et puis, on a les gouttes arc-en-ciel. Entre deux, on a ces choses un petit peu bizarres avec les gouttes moyennes. Et puis, on a aussi dans l'atmosphère, au-delà de ces gouttes moyennes, on va avoir des petits cristaux de glace. On va avoir des poussières. Ça, c'est de la matière solide, dans laquelle la lumière, ce n'est pas des belles sphères, c'est de la matière solide dans laquelle la lumière va être absorbée. Et ça, il y en a pas mal dans les nuages. Donc, après avoir fait nos couleurs du ciel, donc là, on a fait le lait dans l'aquarium. Plus de lait, on voit le soleil. Juste pour récapituler, quand on est à midi, il y a le soleil qui est au zénith ou qui est très haut. Il traverse une très petite partie de l'atmosphère. Quand je suis le soir, qu'il y a le soleil couchant et que le soleil est à l'horizon, vous voyez qu'il traverse une quantité beaucoup plus importante d'atmosphère. D'où cette évolution des couleurs. Donc, maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe quand on met des poussières. Donc, les poussières, ce n'est pas le lait, c'est du talc. Donc, hop, comme on ne peut pas enlever le lait, nous avons un deuxième aquarium. Nous avons la chance d'avoir une table tournante. Et, alors, quand je verse du talc qui est blanc ou du lait dans un verre, à première apparence, on voit la même chose, on voit quelque chose de blanc. Maintenant, regardez ce qui se passe quand on en met juste un tout petit peu. Alors là, attendez, attends. À quoi ça ressemble ce que vous voyez là? Des nuages un peu, hein? Non? D'accord, donc on peut continuer. Allez, hop. Et maintenant, on va remettre l'écran pour voir. Bien, ce que vous pouvez constater, c'est qu'ici, sur l'écran, contrairement à tout à l'heure, où je vous rappelle, on avait une couleur qui était devenue un peu orangée, et puis après de plus en plus rouge, pour l'instant, c'est toujours bien blanc. Alors, hop, allez, on met du talc. Alors là, comme il reste à la surface, on mélange. Toujours aussi blanc. Alors après, il y a peut-être un petit peu par endroit, un petit peu bleuté ici, hein, mais bon.
Voilà, donc, maintenant je suis dans une situation où j'ai quelque chose qui est très sombre. D'accord? Si je fais passer par l'autre aquarium et qu'on compare, vous voyez, j'ai presque plus de lumière avec celui-là. Sauf que là, j'ai beaucoup de lumière, elle a changé de couleur. Ici, la lumière, elle était absorbée, mais en fait, elle ne change pas du tout de couleur. Donc on peut remettre la lumière générale, merci. Et donc, ce qu'on constate avec ces deux expériences, c'est que selon que ce qu'on a, c'est soit des molécules ou des petites gouttes d'eau, soit des cristaux de glace, il va se passer des choses qui sont très différentes. Il y a les petites gouttes d'eau et les molécules qui vont changer la couleur, les cristaux de glace ou les poussières, eux, ils absorbent et ils ne changent pas la couleur. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les nuages. Vous voyez que quand on... Alors, si tu peux la précédente, la photo du nuage. Vous voyez que quand on a une photo, quand on voit les nuages, les nuages, on voit du blanc, on voit du gris. Parfois, quand c'est l'orage, on voit du noir. Mais on ne voit jamais des nuages qui sont colorés. Parce qu'en fait, dans les nuages, c'est soit des grosses gouttes d'eau, soit des cristaux de glace qui vont faire comme le talc. Alors, dans un premier temps, quand la lumière arrive dans le nuage, le talc, on va le voir blanc parce qu'il renvoie la lumière. Et puis, quand on est derrière le nuage, si c'est trop épais, cette lumière, elle est renvoyée vers le haut, etc. Elle est absorbée et il n'y a plus rien qui passe. Et c'est ça qui va donner la couleur noire des nuages. Donc, on peut passer ici à ce dessin, où là, vous voyez que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Vous avez les petits nuages de style cumulus quand il fait beau temps, qui sont blancs, et puis éventuellement le dessous, il est un petit peu gris. Vous avez les gros nuages d'orage, où là, quand vous regardez la couleur, en haut, c'est encore éclairé par le soleil, la lumière, elle est absorbée, et en bas, vous avez quelque chose qui est totalement noir. Et puis, autre type de nuage. Donc, pour résumer, on va arrêter ici cette première partie sur la question des couleurs du ciel qu'on a l'habitude de voir. Et en gros, le message, c'est deux phénomènes. Soit j'ai des molécules ou des très petites gouttes, ça va absorber la lumière de manière différente selon la couleur, et ça me donne toutes ces couleurs variées du soleil couchant. Soit j'ai des choses de poussière qui absorbent et qui font du noir et blanc. Voilà, donc ça c'était Jean-Michel Courty, la première partie de votre intervention. On va ensuite continuer à parler des couleurs du ciel, évidemment, mais on va parler d'autres choses, notamment d'aurore boréale. Totalement différentes. Là, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de faire une petite pause maintenant sur ce qu'on a vu, ou pas vu, ou pas pu voir. Ça fait partie on va réessayer, du game. Si vous avez des questions, c'est maintenant, c'est tout de suite. Pourquoi tout à l'heure dans la télé, il y avait écrit, je comprends pas, pourquoi la couleur blanche a plusieurs couleurs? Alors oui, c'est l'expérience avec le prisme, en fait. Donc si je reviens... Là, juste là. Où ça? On l'a, Jean-Michel, on l'a. Le voilà. Voilà. Ça s'applaudit, c'est beau la science quand même. Bravo, et bravo à vous deux. Bon alors il est... C'est un travail collectif, la science, c'est bien ce que je disais. Merde. On a perdu. Fermez les portes, s'il vous plaît. On sait jamais. Mais ça c'est pas la bonne face. Mets-toi loin. Attends. Oui, mais c'est pas la bonne face. Voilà. Alors bon, bonne chance pour ceux qui sont là pour voir. Ça y est. Ce que je peux faire, c'est prendre une photo et vous le montrer éventuellement. Est-ce que tu peux pas le mettre dans le symétrique? Non, c'est vrai que c'est... On va le faire par là. On va prendre 30 secondes pour... Non. À la caméra, grâce à la tourelle. Merci beaucoup, Eric. Non, mais il va être de l'autre côté. Oui, normalement, il va être là. Tourne un peu. Non, il faut... Non. Attends. Bon, donc ça, techniquement, ça s'appelle un running gag. Hein. Bon, pourquoi il y avait les couleurs dans le blanc? Parce qu'en fait, c'était justement cette expérience de l'arc-en-ciel, où en fait, quand on voit de la lumière blanche, on voit du blanc, on a l'impression qu'il n'y a pas de couleur, alors qu'en fait, le blanc, c'est blanc parce qu'il y a toutes les couleurs.
Et si on regarde la manière dont notre œil détecte ces choses-là, en fait, on a des cellules qui détectent autour du rouge, des cellules qui détectent autour du vert et des cellules qui détectent autour du bleu. Eh bien, quand vous avez du blanc, ça veut dire que vous allumez tout le monde en même temps. Voilà. D'où cette petite phrase, toutes les couleurs du blanc. En fait, voilà, dans le blanc, quand on le décompose, on voit que toutes les couleurs sont présentes. Ça veut donc dire que, comme toutes les couleurs sont présentes, si on enlève certaines couleurs, il va rester les autres. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Toutes les couleurs étaient présentes, rouge, orange, jaune, bleu. Si je mets mes petites molécules, le bleu... Je crois qu'il y a un truc là. Ah, voilà. Il y avait. Il y avait. Non, mais c'est Jean-Michel qui porte la poisse, en fait. Hein. Bon, c'est moi. Hein. Donc, Voilà. Applaudissements, mesdames et messieurs. Eh oui, mais ça, c'est pas presse-bouton. non, mais vous voyez, même pour les physiciens, quand on a le triangle et tout, c'est jamais intuitif, un prisme. Voilà. Donc, j'ai toutes les couleurs. Si j'ai toutes les couleurs, que le bleu, je l'envoie sur le côté, ce qui reste, c'est les autres. Et donc, c'est comme ça que je peux faire apparaître toutes les couleurs du ciel. Voilà. Allez, question. Je m'appelle Brahim. Et en fait, ma question, c'était quand on rajoute du lait, pourquoi il devient bleu et la partie lumineuse, pourquoi elle ne change pas de couleur? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un faisceau comme ça, la couleur, elle est très intense. D'accord? Donc, en fait, on a un bleu pâle. Mais quand il y a un bleu pâle où il y a beaucoup de lumière, notre cerveau l'interprète comme du blanc et il ne voit pas la nuance de bleu. En fait, on voit le fait de la nuance de bleu quand les couleurs, elles sont peu lumineuses. Voilà. Donc ça, c'est un problème aussi. C'est la question de comment notre œil interprète tout ça. Vous savez que quand j'ai quelque chose de blanc, je suis là, vous le voyez blanc. Et puis si on mettait des projecteurs avec une lumière un petit peu bleutée, vous le verrez aussi blanc. Alors que pourtant, il sera bleu. Et puis si vous mettez de la lumière rouge, vous le verrez blanc. Et pourtant, c'est du rose. Donc en fait, dans les appareils photo, il y a quelque chose qu'on appelle la balance des blancs. C'est-à-dire le fait de faire que quelque chose soit vraiment blanc. Mais en fait, dans notre cerveau, on a une balance des blancs automatique. C'est-à-dire qu'on a tendance à réinterpréter les couleurs en fonction de l'éclairage. Voilà. C'est aussi pour ça, par exemple, que les veines, on les voit bleues. En fait, elles ne sont pas bleues du tout. Mais sauf qu'en fait, elles sont moins roses que la peau qui est à côté, et notre cerveau, il dit c'est bleu. Donc c'est pour ça que ces expériences d'optique avec les couleurs, c'est toujours délicat, parce qu'on voit quelque chose, il faut être sûr de ce qu'on voit. Donc c'est pour ça que les physiciens, on va utiliser des prismes, on va décomposer la lumière, on va faire des mesures, parce que si c'est juste avec les sensations, on peut avoir des chances de se tromper. Effectivement. Ouais. Alors bonjour, je m'appelle Ménad. Vous avez dit que les nuages pouvaient prendre plusieurs couleurs, donc là du blanc au noir. Alors pourquoi quand il fait beau, on voit que des nuages blancs ? Parce qu'en fait, quand il fait beau, c'est des petits nuages avec uniquement des gouttes d'eau et dans lesquels il n'y a pas de cristal de glace. Donc c'est à la fois une question d'épaisseur. Plus j'augmente l'épaisseur, plus ça va absorber. Et aussi de composition du nuage. Moins il fait beau, plus dans les nuages ça va être froid et je vais avoir des petits cristaux de glace qui se comportent autrement. Donc quand il fait beau, petit nuage, la lumière du soleil, elle peut le traverser et faire un truc qui est bien blanc. Juste on check parce que vous voyez en physique, C'est cool parce que quand on parle de physique, on parle de biologie, oui. On parle de météorologie, on parle de... Allez, une autre question. Bonjour, je m'appelle Léonie. Et ma question, c'était pourquoi dans le ciel, il peut être par exemple jaune ou rouge, mais par exemple, il peut être aussi violet et rose. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, vous voyez qu'on a un mécanisme qui permet de séparer le bleu, enfin d'enlever le bleu, etc. Si je rajoute là-dedans, donc avec juste les molécules, si je rajoute là-dedans le fait qu'il peut y avoir aussi des poussières qui absorbent différemment, aussi des gouttes un peu plus grosses qui renvoient un peu différemment, une fois que j'ai décomposé avec une lumière qui est un petit peu plus bleue, un petit peu plus, etc., je peux avoir d'autres mécanismes qui recombinent les couleurs pour faire ces mélanges.
Autrement Voilà. dit, il y a, parce qu'il y a des gaz notamment, il y a peut-être tu faisais allusion aux polluants C'est peut-être plus- Non, là, c'est vraiment des couleurs qu'on peut avoir ici dans nos pays. Ce que vous voyez, c'est que quand vous avez un ciel sans nuages, vous voyez, un coucher de soleil sur ciel sans nuages, vous n'aurez jamais ces roses, ces violets, etc. Si vous avez juste l'atmosphère, c'est les couleurs que je vous ai montrées. En revanche, les couleurs que vous avez dites, c'est quand on peut avoir des nuages qui sont soit en haute atmosphère, soit en moyenne atmosphère, avec des gouttes de taille différentes ou un petit peu des cristaux. Voilà. Merci Jean-Michel Courty. Une autre question du... Ah non, pardon, allez-y. Et puis on va... Peut-être dernière question pour... après, voilà. le temps file. Et après, on pourra les garder pour la fin. Ça marche. Bonjour, je m'appelle Amadou. J'aimerais savoir comment un prisme peut faire en sorte qu'une lumière blanche fasse séparer les différentes couleurs. Alors, juste rapidement, quand vous avez la lumière qui arrive dans l'eau, elle est déviée. Oui. D'accord ? C'est le phénomène de réfraction. En fait, c'est dû à ce qu'on appelle l'indice optique, qui est lié au fait que la lumière ne va pas à la même vitesse dans l'air et dans l'eau. Il se trouve que les différentes couleurs vont à peu près à la même vitesse, mais pas exactement à la même vitesse. Donc ce phénomène de réfraction, qui est le fait qu'un rayon lumineux va être dévié quand il passe de l'air au verre ou de l'air à l'eau, eh bien, c'est une déviation qui est différente selon la couleur. D'où légèrement différente. Et il se trouve que ce phénomène est plus ou moins prononcé selon les matériaux. Vous avez certains matériaux qui sont ce qu'on appelle peu dispersifs, et vous avez certains matériaux où vous avez une forte dépendance de la vitesse avec la couleur. Donc ça veut dire que pour fabriquer ces prismes, on va choisir un verre qui est particulièrement dispersif. Voilà. Peut-être dernière question, et après on passe à Il y en avait la... encore une autre de question ? Oui. Ah, monsieur, alors, tu as déjà posé une question. Je propose de donner le micro à quelqu'un qui n'a pas encore eu. Toute dernière question, puis après, bien sûr, on garde les questions finales. Mais il y a encore plein de choses à montrer. Je ne voudrais pas qu'on zappe les expériences. Le rayon vert, est-ce que ça existe? Oui. Le rayon vert, ça existe. C'est justement dû à cette différence de réfraction et au fait que le bleu et le vert sont plus réfractés que le rouge. Donc quand vous avez le soleil qui se couche, en fait, le soleil vert se couche plus tard que le soleil rouge. Voilà, rapidement, et puis après on pourra en discuter, mais oui, le rayon vert existe et c'est dû à la réfraction. Et en licence de physique, on a un TD qui calcule le rayon vert. Allez, on continue. Jean-Michel Courty et Christophe Prigent, on va cette fois-ci parler de la lumière émise par les atomes, c'est ça ? C'est ça. Allez. Donc moi, je vais vous parler dans cette deuxième partie, en fait, d'un phénomène assez spectaculaire. Et phénomène assez spectaculaire qu'on a même eu la chance d'observer cette année. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici, mais au mois de mai dernier, il y a eu une énorme tempête solaire. Et quelques heures plus tard, en fait, même sur les côtes de France, et en l'occurrence ici sur les côtes de Bretagne pour... Voilà, j'attendais. Et étant breton, je me suis dit, je vais quand même... Oui, mais la photo a été prise du côté de la Bretagne. Mais vous voyez qu'on a une autre photo en Normandie. Mais on a voilà, pensé à vous. pour pas faire de jaloux, j'ai choisi aussi une très jolie photo d'une aurore boréale qui s'est produite sur les côtes d'Étretat. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en fait, eh bien, la lumière de ces aurores boréales était particulièrement éclatante. Hein. C'est des couleurs particulièrement vives. Ça va... du vert au rouge, violet, etc. Donc il y a énormément de couleurs qui peuvent apparaître lors de ces aurores boréales. Et en fait, les couleurs du ciel, dans ce cas-là, les mécanismes sont complètement différents en fait, de ce qui se passe sur la couleur du ciel
habituelle. C'est-à-dire que Jean-Michel vous a expliqué en fait que la couleur du ciel que l'on voit bleu ou bien orange, ça provenait d'un phénomène physique de diffusion. C'est la lumière elle-même du soleil qui est diffusée dans l'atmosphère, plus ou moins diffusée pour donner du bleu ou du rouge, etc. Là, les choses sont complètement différentes en fait. Cette couleur, elle provient de la composition même de l'atmosphère. Donc elle provient des différents atomes qui composent l'atmosphère. Donc, pour illustrer cela, bien en fait, on a ici toute une série de lampes. Hop, si on peut juste éteindre la lumière. Donc on a ici toute une série de lampes, vous voyez, qui quelque part miment les couleurs que vous avez pu voir dans le cas des aurores polaires. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs qui sont différentes ici ? Eh bien, parce que le gaz est différent. On a mis différents types de gaz à l'intérieur de ces ampoules. En l'occurrence, ici, on a mis du néon. Ça donne une couleur rouge, très caractéristique du néon. Ici, la couleur, on va dire un peu violette, en fait, elle est liée à l'hydrogène, ici. Juste à côté, vous avez de l'hélium. L'hélium qui est plutôt orange. Et puis la dernière lampe présente ici, c'est un gaz très rare sur Terre, qui est du xénon, qui donne plutôt une couleur, on va dire, plutôt violette. Donc vous voyez que finalement, en fonction de la nature du gaz, eh bien, on a des couleurs qui sont différentes. Donc si on analyse la couleur eh bien, de ces aurores boréales, on peut finalement arriver à déterminer quelle est la composition de l'atmosphère, savoir quel gaz est présent dans le cas de l'émission de lumière par les aurores boréales. Alors, les aurores boréales, en fait, nous, on les observe sur Terre. On a l'impression que ça fait une espèce de drapé, de voile. Ici, vous avez une photo prise par un Normand célèbre, à savoir Thomas Pesquet. Quand il était au bord de la station internationale, il a pris des photos des aurores boréales et vous voyez clairement en fait que c'est vraiment un espèce de drapé au-dessus de l'atmosphère, bien au-dessus de la Terre en fait. Et puis que ce drapé en fait, il se produit pas exactement au pôle Nord. On sait que les aurores boréales se produisent préférentiellement dans des pays proche du pôle Nord, mais en fait, ça ne se produit pas exactement tout à fait au pôle Nord. C'est à quelques dizaines de degrés décalé par rapport au pôle Nord. Donc ça, c'est déjà une chose qui est importante, c'est qu'en fait, les aurores boréales, elles se produisent préférentiellement à proximité du pôle Nord, ou en tout cas décalées de quelques dizaines de degrés par rapport au pôle Nord. Donc c'est quelque chose à prendre en compte pour essayer de comprendre finalement d'où viennent ces aurores boréales. Alors, les physiciens du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, ils ont passé leur temps à faire des mesures, à regarder ce qui se passait avant de comprendre ce qui se passe. Donc ils ont fait un certain nombre de mesures et en particulier, ils ont regardé l'activité du Soleil. Donc ils regardaient le Soleil et puis ils comptaient le nombre de taches qu'il pouvait y avoir sur le Soleil parce que régulièrement, on observe en fait des petites taches sur le Soleil qui traduisent l'activité du Soleil. Ils ont compté le nombre de taches par an qu'il y avait sur le Soleil et ils ont regardé aussi le nombre d'aurores boréales qui étaient observées sur Terre en différentes régions du globe. Puis ils ont tracé justement le nombre de taches ou le nombre d'aurores boréales en fonction des années. Vous voyez là sur la période 18e, 19e siècle. Et en fait, il y a une forte corrélation entre les maxima d'activité solaire, on va dire, et puis les maxima d'activité d'aurore boréale. Et bien en fait, ça a été la première voie pour explorer le fait que les aurores boréales, ça provenait de l'activité du Soleil. C'est bien lié, en fait, à est-ce que le Soleil il est très actif, ou bien si le Soleil il est un petit peu moins chaud, un petit peu moins dense. Alors, l'autre ingrédient en fait pour arriver à comprendre les aurores boréales, c'est le bouclier magnétique de la Terre. En l'occurrence, vous savez que la Terre, c'est comme
c'est comme un aimant. Hein. Tout le monde, un jour, a utilisé une petite boussole pour regarder où était le nord. Donc en fait, votre Terre, c'est un pôle nord et un pôle sud. Et puis si on approche justement ces petites boussoles à proximité de l'aimant, pôle nord, pôle sud, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que toutes ces petites boussoles finissent en fait en quelque sorte par s'orienter les unes derrière les autres comme ça et former des sortes de cercles qui se ferment du pôle nord jusqu'au pôle sud. Eh bien c'est ce sont ces lignes imaginaires qu'on appelle le bouclier magnétique. Ce sont les lignes de champ magnétique en fait qui entourent la Terre. Et là on a une représentation 3D en fait de ce bouclier magnétique. Donc, continue. Donc, on a une représentation 3D de ce bouclier magnétique. Et en fait, ce bouclier magnétique, je veux dire, en temps normal, il protège la Terre. Mais il se trouve que par moment, ce bouclier magnétique, il peut avoir des petites faiblesses. Et on va voir qu'est-ce qui se passe, justement, quand il y a une activité du Soleil qui est beaucoup plus intense. Alors, pour comprendre, en fait, ce qui se passe dans le cas des aurores boréales, il faut bien comprendre que le Soleil il nous envoie en permanence des particules, et en l'occurrence des particules chargées, des particules massives et chargées, des particules électriques. Et que ces particules électriques, eh bien, elles vont finir par rencontrer le bouclier de la Terre. Quel est le mouvement en fait de ces particules dans le cas quand ils rencontrent le bouclier de la Terre? Pour imager la chose, ce que l'on peut dire, c'est que ce qu'on peut faire, c'est imaginer que vous ayez un champ magnétique qui est orienté de haut en bas, comme ça. Et puis, Jean-Michel et moi, on va être des électrons. Des électrons qui... On a une certaine vitesse. Enfin, toi, tu es un électron. Moi, je suis un électron. Alors, moi, je suis l'électron. Voilà. Il y a le champ magnétique qui est comme ça, et puis Jean-Michel, il va me donner une vitesse. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais me mettre à faire des cercles autour du champ magnétique, comme ça. Et plus la vitesse que Jean-Michel va me donner est grande, je vais me mettre à tourner de plus en plus vite autour des lignes de champ magnétique. Oh là, il ne faut pas que je tourne de trop. Donc, plus les particules chargées ont une vitesse qui est grande, et plus, en fait, ces particules chargées vont se mettre à tourner autour des lignes de champ magnétique et, en quelque sorte, vont être piégées par le champ magnétique, vont suivre le champ magnétique. Alors ça, on va essayer de le voir lors d'une expérience, qui est l'expérience suivante. Alors, juste avant d'éteindre, je vais vous montrer... On vous montre ce qu'il y a, et après, on ne cache pas, mais vous allez voir. Donc, il faut qu'on arrive à créer un champ magnétique. Pour créer ce champ magnétique... On l'a vu tout à l'heure, on peut utiliser un aimant. À l'heure actuelle, on fait autrement, on met des bobines dans lesquelles on fait passer un courant, ça crée un champ magnétique qui est orienté comme ceci, dans cette direction-là. L'autre ingrédient, c'est qu'il nous faut des particules chargées, électriquement. Alors en l'occurrence, on va créer des électrons, on va les créer ici, en chauffant un filament. Et ces électrons, en fait, ils vont être émis comme cela. Donc on a notre champ magnétique qui est orienté dans cette direction-là. La vitesse des électrons qui va être dirigée suivant cette direction-là. Et on va voir quel va être le mouvement, justement, de ces électrons dans le champ magnétique. Alors, juste pour compléter, à l'intérieur, il y a presque le vide. Parce que sinon, si on envoie des électrons dans l'air, ils vont vite être capturés, ralentis. Il y a presque le vide et il reste quelques atomes. Quand un électron il tape sur un atome, ça lui donne de l'énergie et l'atome émet un petit peu de lumière, comme dans ces lampes-là. Donc la lumière qu'on voit, c'est la lumière qui est émise par les atomes qui restent dans la cellule quand il y a un électron qui leur tape dessus. Comme c'est une lumière qui est très faible, en fait, il faut se mettre dans le noir, et comme ça, maintenant, vous voyez parfaitement. En fait, vous voyez parfaitement parce qu'on a une caméra. Alors vous voyez parfaitement ou pas pour l'instant parce que c'est pas allumé, donc voilà. Donc normalement vous ne voyez rien. Alors
Et là, avec la caméra. Il y a pas l'objectif? Non. C'est bon? Il est sur on. Est-ce qu'il y a le cache ou pas? Non, il n'y a je l'ai plus de réglé. cache. Ok. Alors là, si la caméra fonctionne pas... Non, mais ça- on l'a. Faut viser. Peut-être en visant, on met le... Oui. Je vais mettre le... Tiens, si tu peux le voir. retour. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir. Voilà. Voilà. Eh, là, C'est ça marche tout de merveilleux. suite. Hein. Il suffit juste d'allumer l'appareil, en fait, pour Ah que oui, ça mais alors, et fonctionne. puis il suffit aussi que moi, je tienne le rideau comme il faut. Tu tiens le rideau. Donc en fait, on voit le champ magnétique qui est orienté suivant cette direction-là. Et puis ici, eh bien, votre faisceau d'électrons qui est émis avec une certaine vitesse. Vos électrons qui sont émis avec une certaine vitesse. Et ce que vous voyez, c'est que effectivement, eh bien, vos électrons ont un mouvement circulaire autour du champ magnétique. Alors là, c'est quand le champ magnétique est directement perpendiculaire en fait à la vitesse des électrons, ça décrit un cercle, c'est ce qu'on vous a mimé avec Jean-Michel tout à l'heure. Et s'il y a un léger désalignement entre la vitesse des électrons et le champ magnétique, eh bien vous voyez là, ça vous crée une espèce d'ellipse. Et en fait, vos électrons, comme ça, ils avancent le long du champ magnétique. Eh bien, c'est ça qui permet en fait de piéger les particules du vent solaire, qui permet d'être piégé par le champ magnétique. Donc à la fois, le champ magnétique, quelque part, il repousse une grande partie du vent solaire, mais il y a une petite partie qui finit par être piégée par ce champ magnétique. Et en l'occurrence, là, vos électrons, c'est comme s'ils glissaient le long des lignes de champ magnétique. Ok. Donc en l'occurrence, on a tous les ingrédients en fait pour comprendre ce qui se passe lors d'une aurore boréale. Je vous ai dit, la première chose, c'est qu'il faut l'activité du Soleil, que le Soleil est une forte activité. La deuxième chose, c'est qu'il faut un champ magnétique. Il faut une planète avec un champ magnétique. En l'occurrence, la Terre est une planète avec un champ magnétique, mais il y a d'autres planètes du système solaire, Mercure, Vénus, qui ont un champ magnétique nul ou très très faible. Troisième ingrédient, il faut que du vent solaire nous arrive sur Terre. Eh bien, ceci est résumé dans ce petit film que je vais commenter avec vous, concernant le voyage en fait d'une éruption solaire. S'il démarre. Voilà. Donc voilà le Soleil en temps normal. Donc le Soleil, c'est un énorme plasma. Il y a des réactions de fusion qui font que c'est très très chaud à l'intérieur. Et en l'occurrence, il y a des mouvements de convection de ce plasma. Ces mouvements de convection vont créer en fait des champs magnétiques sur le Soleil. Le champ magnétique du Soleil est extrêmement compliqué. Donc il y a du champ magnétique qui est créé à la surface du Soleil, et quelquefois ce champ magnétique peut s'étendre, et ça finit par casser comme un ruban, et entraîner avec lui une partie en fait de la surface du Soleil. Alors pas vraiment la surface du Soleil, c'est l'enveloppe qui est un peu autour du Soleil. Et donc, voilà, vous avez ici une vraie image prise par un satellite d'une éruption solaire. Vous avez ces gigantesques gerbes de plasma en fait autour du Soleil. Et en l'occurrence, ce vent solaire va être émis à des vitesses extrêmement grandes, plusieurs millions de kilomètres par heure, et va finir par arriver à un moment ou à un autre sur la Terre. Bien, une partie des particules vont être guidées par le champ magnétique et vont arriver sur la Terre. Ça va donner une aurore diurne de jour. Et puis une fois que ce vent solaire il a passé la Terre, eh bien une autre partie du vent solaire va pouvoir revenir en fait sur la Terre en étant guidée par le champ magnétique. Et c'est ceci qui va donner naissance aux aurores boréales, aux aurores polaires nocturnes. Donc là, vous avez toute l'histoire en fait de la formation de ces aurores polaires. Donc le vent solaire. Donc de l'électricité, il faut qu'il y ait des charges électriques en fait, des charges électriques qui voyagent du Soleil jusqu'à la Terre. Il faut qu'il y ait une planète avec un champ magnétique pour guider ces particules chargées et finir par les faire arriver à proximité des pôles,
pas exactement au pôle, mais à proximité des pôles. Et puis, eh bien, pour qu'on puisse voir de la lumière, il faut des atomes, des atomes d'espèces chimiques plus ou moins différentes, qui vont donner ces différentes couleurs, en fait, que l'on a vues tout à l'heure avec les lampes. Alors, il se trouve qu'à la fin du 19e siècle, un physicien norvégien a réalisé une expérience pour simuler justement ce comportement-là. Donc c'est M. Birkeland qui a créé l'expérience qui vous est montrée ici, en l'occurrence qui s'appelle la Terrella. Il a mis les différents ingrédients que je viens de vous donner, à savoir une sphère magnétisée. Donc c'est ni plus ni moins qu'une boule à l'intérieur de laquelle on met un aimant. Alors là, c'est une boule comme ceci, et puis j'ai un aimant ici à l'intérieur qui permet de mimer comme s'il y avait un espèce de bouclier magnétique, en fait, tout autour de la planète. Et puis, le dernier ingrédient qu'il nous faut, en fait, pour nos aurores polaires, eh bien, ce sont des particules chargées. Les particules chargées, elles sont créées par un courant, en l'occurrence des électrons, un courant qui va partir d'un endroit et arriver sur cette sphère magnétique. Donc ça, c'est l'expérience historique de Birkeland, et monsieur Jean Lehlenstein de Grenoble, en fait, a repris cette expérience pour la vulgariser au plus grand nombre. Et en l'occurrence, eh bien, nous avons ici ce dispositif qui est présent. Donc vous avez deux sphères, la grosse, située ici, dans laquelle je n'ai pas de champ magnétique. C'est elle qui va émettre, en fait, mes électrons, qui va émettre mon vent solaire. Et puis j'ai la petite, située ici, donc la petite planète, dans laquelle j'ai mis un champ magnétique, et donc qui va guider, en quelque sorte, mes électrons, non pas directement au pôle, mais en fait à proximité du pôle. Et puis l'autre ingrédient, comme je vous ai dit, c'est un courant électrique. Donc en fait, on va mettre un courant électrique va passer entre ces deux sphères. Et le dernier ingrédient, c'est il faut qu'il y ait quelques atomes, mais pas trop d'atomes. En fait, cette cloche, elle est sous vide pour mimer les conditions, en fait, dans la haute atmosphère. Donc en l'occurrence, il faut qu'on ait typiquement ici la pression atmosphérique, c'est, on va dire, la pression atmosphérique. Non, mais c'est dans les systèmes d'unité, oui. À chaque fois, je me plante. Donc si vous avez 10 000 molécules ou atomes, en l'occurrence, on va faire en sorte qu'il n'en reste plus qu'une. Donc vous voyez, il n'en reste plus beaucoup, mais il continue à y en avoir quelques-unes. Donc en l'occurrence, on va essayer de mimer cette expérience d'aurore boréale. Alors la première chose à faire, ça va être de faire le vide. Donc on allume une pompe qui aspire en permanence, en fait, l'air. Hop. Donc comme tout à l'heure, c'est une expérience qui est très peu lumineuse. Donc pour la voir, soit il faut venir juste à côté. Comme vous êtes très nombreux, eh ben on va faire ça avec cet appareil photo. Voilà, et comme il faut un tout petit peu de temps pour que la pression ici à l'intérieur soit bonne, je vais vous rappeler, donc il faut une pression faible, il faut qu'il y ait peu d'atomes ou de molécules, il faut qu'il y ait une sphère magnétisée, donc avec un champ magnétique, il faut qu'il y ait un courant électrique qui passe entre les deux. Donc le temps que je dis ça, la pression doit être pas trop mal. On va encore attendre un tout petit peu. Et là maintenant, je vais mettre mon courant électrique. Il faut allumer, c'est mieux. Voilà. Alors nous, on le voit. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui? Alors qu'est-ce que vous voyez? Ok. Un arc rose. Donc en fait, ça ici, c'est la grosse boule qui émet en fait ce vent solaire ici en permanence.
Voilà. Voilà. Et si on peut aller un tout petit peu sur le côté, ici, pour voir les deux tâches. Par là? Ouais. Là? Où je me déplace? Alors, vas-y, déplace-toi encore. Comme ça? Encore, ouais. Voilà. Vous voyez que sur la petite boule, ici, hein, ce vent solaire, il n'arrive pas uniformément sur la petite boule. Parce qu'en soi, s'il n'y a pas de champ magnétique, ça arrive quelque part uniformément sur la petite boule. Vous voyez ici ce qui se passe? Vous voyez que vous avez de nouveau une partie colorée, voilà, exactement ici, qui se situe justement à proximité du pôle nord, pas exactement au pôle nord, légèrement décalé un peu par rapport au pôle nord, mais on voit que, ouais, ici, tac. Voilà, vous voyez que ici, eh bien, vous arrivez à recréer un espèce d'arc, un espèce de cercle, tout comme l'image que l'on a vue au tout début de Thomas Pesquet. Eh bien, on arrive à mimer en fait de cette manière-là eh bien, la formation des aurores polaires. Alors vous pouvez à peine distinguer, il y en a une en fait qui se forme aussi en bas ici. Hein, forcément c'est symétrique, vous avez le pôle nord et le pôle sud. Si vous en avez une qui se forme au pôle nord, vous avez la même en fait qui se forme typiquement au pôle sud. Donc voilà comment sont créées quelque part les aurores polaires que l'on peut avoir la chance d'admirer. Et pour terminer, un dernier mot sur les fameuses couleurs, en fait, hein, la couleur de ces aurores polaires. Alors, je ne donnerai pas en détail l'ensemble des éléments, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, plus on augmente en altitude, la composition de l'atmosphère change. C'est-à-dire que au niveau de la mer, l'atmosphère, c'est 80% de diazote, 20% de dioxygène. Eh bien, en fait, en montant à des dizaines, centaines de kilomètres, eh bien, ces molécules finissent par se décomposer. Et donc, il ne reste plus que des atomes d'azote et des atomes d'oxygène. Et même, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a plus d'atomes d'oxygène que d'atomes d'azote. Eh bien, en l'occurrence, dans les très hautes couches atmosphériques, à des distances supérieures à 200 km, eh bien, vous avez pratiquement que des atomes d'azote, enfin des ions azote, peu importe, et sous l'influence des particules chargées, ça excite ces atomes d'oxygène, ça excite ces atomes d'oxygène qui se désexcitent en émettant cette fameuse lumière rouge caractéristique des atomes d'oxygène. Et puis, l'atome d'oxygène émet une autre couleur, cette fameuse couleur verte. Alors, il se trouve que sur Terre, au niveau de la mer, on arrive très difficilement à reproduire en fait, cette couleur verte des atomes d'oxygène. Elle existe, mais elle n'est pas majoritaire. Et puis enfin, quand on continue à diminuer en altitude, qu'on se rapproche du niveau du sol, eh bien là, on retrouve le diazote, le dioxygène. Et en l'occurrence, les aurores polaires émettent principalement les mêmes couleurs que ce que vous avez vu dans l'expérience ici planétaire et là, à savoir des couleurs plutôt mauves, rose, mauve, etc. Comme on a vu sur les premières diapositives. Donc voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur les aurores polaires. Merci beaucoup. Jean-Michel Courty, Christophe Prigent. On va prendre quelques petites minutes pour répondre à vos questions si vous en avez, et puis ensuite on passera à un autre moment de cet après-midi ici au Conservatoire Honegger dans le cadre de Sur les épaules des géants. Je m'appelle Joshua. Combien y a-t-il de couleurs dans un arc-en-ciel? Parce qu'on m'avait dit qu'il y en avait 6. Alors, en fait, dans l'arc-en-ciel, il y a une infinité de couleurs. Il y a toutes les graduations. Il se trouve que on a donné un nom à certaines régions. C'est-à-dire que quand je te dis que quelque chose est bleu, en fait, le bleu, c'est plusieurs nuances de bleu. Mais tu appelles ça du bleu. D'accord? Là, le blue jean, il est bleu. Ton t-shirt, il est bleu. Ton truc, il est bleu. D'accord? Et puis là, il y a un magnifique t-shirt bleu. Voilà. Bon. Tout ça, on appelle ça bleu. Mais tu vois que c'est pas la même couleur. D'accord? Donc en fait, il se passe la même chose dans l'arc-en-ciel. On a plein de couleurs différentes. Et puis il y a une région, on va dire, ça c'est le violet. Mais en fait, c'est plein de violet. Ça c'est le bleu, c'est plein de bleu. Ça c'est le vert, etc.
Ce qui explique aussi que la gradation la frontière d'une couleur à une autre soit si compliquée à identifier, c'est parce que précisément c'est qu'un assemblage fini. Et selon les pays, certains ne voient pas les mêmes trucs de couleur. Par exemple, nous en France, le rose, c'est une couleur différente du rouge. En revanche, le bleu clair, c'est pas une couleur différente du bleu. Pourtant, le rose, normalement, c'est juste du rouge clair. Sauf on a l'impression que c'est pas la même couleur. Ben, y a des pays pour lesquels le bleu clair, c'est une autre couleur que le bleu. Et en revanche, il y a d'autres pays pour lesquels le bleu et le vert, ils ont le même nom et ils voient une même couleur. C'est très lié C'est au un vrai langage. sujet en tant que ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que le rose existe, par exemple? Il y avait une question juste là. N'hésitez pas, hein, mesdames et messieurs, à poser des questions, si vous voulez, même si vous êtes loin. Je viendrai vous voir. Moi, en fait, j'aimerais savoir pourquoi dans les ampoules, ils utilisent du gaz. Pourquoi dans les ampoules? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Par exemple, dans les tubes néons, ce qu'on appelle abusivement des tubes néons, c'est en fait des vapeurs de mercure qu'il y a. Et pourquoi est-ce qu'on utilise le mercure? C'est parce qu'en fait, le mercure, il émet à peu près toutes les couleurs. Il émet du bleu, il émet du rouge, il émet du jaune, il émet du vert, il émet à peu près toutes les couleurs. Et au final, en fait, ça donne une perception de blanc. Hein, ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure avec Jean-Michel, avec le prisme qui décompose le blanc en plusieurs couleurs. Très bien, très bien. Là, c'est dans le sens contraire. L'atome de mercure, il émet toutes les couleurs, et en fait, après, on le perçoit comme du blanc. Donc ça, c'est une première raison pour donner une couleur différente. Alors après, on met plus ou moins de mercure pour une couleur plus ou moins chaude, par exemple. Plus ou moins de pression, en fait, d'or. Une autre raison où on peut mettre un gaz, c'est les anciennes lampes ampoules à filament. C'est qu'en fait, ça a protégé le filament, de mettre un gaz inerte. Lui, il n'émet pas trop, parce qu'il émet beaucoup dans l'infrarouge. Et en fait, on mettait un gaz à l'intérieur pour protéger le filament, pour éviter qu'il casse de trop. Donc voilà, il y a deux raisons. Soit purement technique, pour protéger le filament, soit pour changer de couleur et pour avoir des couleurs différentes. Oui, t'as qu'à donner la micro juste à... Il n'a pas posé de question. Dans les lampes LED, c'est du gaz aussi? Dans les lampes LED. Ah non, les lampes LED, c'est un matériau semi-conducteur. C'est un matériau semi-conducteur. Là, c'est un autre phénomène, en fait. C'est le matériau qui, lui, émet des photons de couleurs différentes en fonction du type de matériau qu'on a. J'y répondrai à la conférence qui a lieu à 17h30. Oh, il faut venir, absolument. Bonjour, c'était pour savoir... je m'appelle Angèle. Et est-ce que quand on dit qu'une lumière est blanche, est-ce que c'est le mélange parfait de toutes les couleurs ou si s'annule entre elles, ou si ça s'annule? Par exemple, toutes les couleurs, ça annule et ça fait du blanc. Alors les noms qu'on donne, c'est associé à des perceptions. Donc il y a vraiment quelque chose qui est central, c'est que la notion de couleur pour tout le monde ou quand on fait de la peinture est très différente de la notion de couleur pour un physicien. Quand toi on parle de couleur, on parle de perception de ton œil. D'accord? Donc en fait, il y a plein de manières de faire du blanc. Ce qu'il faut, c'est avoir un équilibre de couleurs. Donc par exemple, quand tu regardes la télévision, quand tu regardes le soleil, tu as toutes les couleurs qui sont présentes. Ça fait du blanc. Quand tu regardes une télévision ou ton écran de smartphone, en fait, si tu regardes de près, tu vois qu'en fait, tu n'as que 3 types de sources. Tu as une lumière rouge, une lumière verte et une lumière bleue. Donc, si je mets la bonne proportion juste de rouge, de vert et de bleu, je peux faire quelque chose que ton œil voit comme blanc. Mais si je fais un mélange de jaune, de magenta et de cyan, c'est les 3 autres couleurs, je peux aussi donner du blanc. Donc en fait, quand tu vois du blanc, si tu n'as pas de prisme, si tu ne peux pas faire de mesure de physicien, tu ne peux pas savoir de quoi il est composé. On va s'arrêter après, je pense. Oui. Je m'appelle Tia. Salut Tia. Pourquoi les aurores boréales, elles sont que au nord et pas au sud? Alors, en fait, elles ne sont pas que au nord et pas au sud. Le seul truc, c'est que où elles se produisent, je vous ai dit qu'elles se produisaient pas exactement au pôle Nord, mais légèrement décalées, 70 degrés en fait par rapport à l'équateur, donc 30 degrés par rapport au pôle Nord. Donc ça se produit sur un cercle autour du pôle Nord, comme ça. En fait, vous avez le même autour du pôle Sud. Mais si vous regardez les continents, il n'y a personne qui habite au pôle Sud, là où ça se produit. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle
Donc personne ne les voit. Donc en fait, personne Sauf les ne marins. les voit. Sauf les marins qui éventuellement sont là. Et encore, il faut aller très très loin. Mais Voilà. bon, dans les 40e rugissants, oui. Donc en fait, voilà, c'est la réponse, c'est que on les observe dans l'hémisphère nord parce qu'en fait, c'est là où on se trouve. C'est là où on se trouve au-dessus des terres habitées. Allez, la toute dernière question, monsieur. Oui, Christian. J'étais encore hier sur la planète Mars et le ciel est rose sur Mars. Donc c'est lié à la composition de l'atmosphère ou quoi? Et y a-t-il possibilité d'aurore boréale sur Mars? Eh bien, excellente question que nous vous remercions d'avoir posée parce que nous avons justement une diapositive pour y répondre. Alors rapidement, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne, j'allais dire. Mais il a... Ah bah zut, elle est où celle sur Mars? Ah non, c'est sur la Lune. Ah zut, on n'a pas sur Mars. Il y avait sur Mars? Oui. Ah, je l'ai pas vu. Après. Mais ils connaissent mieux votre diaporama. Alors juste pour dire pour les aurores. Ah voilà, sur Mars. Pour les aurores, c'est une planète avec un faible champ magnétique. Mes collègues astronomes ou astrophysiciens vous diraient ça mieux que moi. Mais il y a un faible champ magnétique. Néanmoins, on ne voit pas directement d'aurore polaire, boréale sur la planète Mars. Il y a des tentatives d'observation en fait, dans un autre domaine que le visible, de voir s'il n'y a pas des aurores dans l'UV, par exemple, dans l'UV ou l'UV un petit peu lointain. Mais comme c'est une planète avec un faible champ magnétique, s'il y en a, elles sont de très très faibles activités. Et la couleur du ciel. Je suis totalement incompétent sur le sujet. Merci en tout cas d'avoir posé la question. Mais merci. Et je suis incompétent, mais si vous me posez la question demain, j'aurai la réponse, parce que je ne peux pas résister à une question telle que ça. Donc je vais aller me précipiter pour avoir la réponse. Donc si on se croise demain, je vous dirai. Et voilà, comment on ruine un week-end. Et si vous en voulez plus, il y a la chaîne YouTube. Merci la physique. Et ben voilà, c'est très bien de conclure comme ça vous permet d'en savoir plus en allant sur cette chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous, merci pour toutes vos questions. Un grand merci à Jean-Michel Courty, à Christophe Prigent, parce que c'est du boulot de mettre tout ça en place. En plus, ils en refont une ce soir. Donc autant vous dire que ce soir, ils vont être rincés. Merci, c'était super de vous avoir. Passez une bonne fin de journée. Passez un bon week-end. À une prochaine.